Des armes qui ont permis aux armées de tricher pendant la guerre. La guerre est l'un des moteurs les plus influents de l'innovation technologique. Lorsque les combats éclatent, les participants utilisent la technologie et les armes les plus récentes pour prendre l'avantage sur leurs adversaires. Il existe cependant certaines armes que ceux qui en étaient à cible considéraient comme déshonorantes, inutilement cruelles ou tout simplement injustes. Les fusils à pompe pendant la Première Guerre mondiale. Dans les années qui ont suivi le conflit, les tranchées du front occidental lors de la Première Guerre mondiale ont vu arriver un nouvel ensemble de combattants qui ont apporté une arme non conventionnelle à la lutte. Les Américains nouvellement arrivés ont apporté avec eux des fusils à pompe, en particulier le modèle Winchester. L'arme était extrêmement populaire auprès des soldats américains. Capable de contenir 6 cartouches de calibre 12, souvent contenant du buckshot 00, le 1897 était une pièce d'armement robuste et fiable, facile à entretenir, simple à utiliser, et pouvait déployer une quantité dévastatrice de puissance de feu. Il pouvait tirer en rafale. L'utilisateur gardait la gâchette enfoncée tout en actionnant la pompe, ce qui permettait un tir à chaque mouvement. C'était si efficace que les modèles de 1897 furent surnommés balais de tranchées ou nettoyeurs de tranchées, car ils pouvaient nettoyer rapidement une large portion des positions ennemies. L'Allemagne a soutenu que l'utilisation de fusils de chasse et de chevrotines était une violation des conventions de La Haye, signées en 1899 et 1907, qui interdisaient les armes causant des souffrances et une cruauté excessive. Ils ont en outre déclaré que comme le port d'un fusil de chasse était un acte criminel, tout soldat américain surpris en train d'en porter un serait considéré comme un combattant illégal et serait dûment exécuté. La direction américaine a émis une réponse, qui stipule qu'évidemment un fusil de chasse est conçu pour tuer et blesser, bien que pas plus qu'un fusil ou une mitrailleuse. Il est ensuite indiqué qu'il existe d'autres utilisations pour les fusils de chasse, comme abattre des pigeons messagers et éventuellement des grenades pendant qu'elles sont encore en l'air. Le message souligne ensuite l'hypocrisie de l'Allemagne. Ils ont été la première nation à utiliser du gaz empoisonné, des lance-flammes et des baïonnettes à dents de scie. Des armes qui sont sans doute beaucoup plus cruelles que n'importe quelle quantité de chevrotines. En réponse à la menace allemande selon laquelle tout Américain possédant un fusil de chasse serait exécuté, les dirigeants américains ont répondu que si un seul cas d'une telle exécution se produisait, des représailles suivraient et que les prisonniers allemands subiraient le même sort. Aucune exécution d'Américains par fusil de chasse n'a été enregistrée pendant toute la guerre, qui s'est terminée en novembre 1918. Au milieu du XXe siècle, le nouvellement formé État d'Israël avait besoin d'une arme à feu plus efficace pour aider à assurer leur sécurité nationale. Nommé d'après son inventeur, Uzi El-Gal, le pistolet mitrailleur Uzi a acquis une réputation comme l'une des armes à feu les plus efficaces et controversées jamais produites. Il a débuté son développement en 1948 entrant en service avec la force de défense israélienne en 1954 et a gagné en popularité pour son design léger et compact, aidé par un verrou télescopique, s'enroulant sous l'extrémité de la culasse du canon. Cela permettait d'intégrer le chargeur dans la poignée du pistolet, avec une capacité de 25 ou 32 cartouches, chambrées pour le parabellum de 9 mm. Des chargeurs de 40 et 50 cartouches étaient également disponibles. L'arme était entièrement automatique, avec une cadence de tir d'environ 600 coups par minute. En plus d'être petit, il est fabriqué en acier estampé, avec des mécanismes internes simples, ce qui le rend peu coûteux et facile à produire. Les variantes de l'Uzi ont été utilisées par plus de 90 pays en plus de la force de défense israélienne. Sa fonction principale est d'équiper les unités spéciales, la protection de personnalités importantes et d'autres unités opérant dans les espaces restreints en milieu urbain. Il a été retiré du service en Israël en 2003, bien qu'il reste un choix populaire pour de nombreuses organisations à travers le monde, célèbre pour sa fiabilité, sa taille et sa facilité d'utilisation. Le fabricant de l'Uzi a accordé des licences à de nombreux pays, dont la Belgique et la Rhodésie, maintenant le Zimbabwe. Il existe aussi des copies non licenciées, fabriquées en Croatie et en Chine. En raison de la simplicité du mécanisme, l'Uzi était facile à reproduire, même avec les installations d'armurerie les plus simples. À cause de cela, de nombreuses copies de l'Uzi ont inondé les marchés d'armes du monde entier. Plus d'Uzi et de leurs clones ont été produits et vendus à travers le monde que n'importe quel autre pistolet mitrailleur. En raison de sa conception simple et peu coûteuse, ainsi que de la multitude de copies disponibles, l'Uzi a trouvé une place importante parmi les milieux criminels, étant utilisé par des organisations terroristes, le crime organisé et d'autres groupes mal intentionnés.
Sa petite taille et sa facilité de dissimulation en font l'arme idéale pour les activités criminelles, pouvant être cachée jusqu'à son utilisation, où elle peut déchaîner une puissance de feu dévastatrice à bout portant. En conséquence, l'Uzi est devenu associé à la criminalité, une image qui a été renforcée par les représentations dans les médias. Comme ils sont si courants, il est facile pour les producteurs de films d'acquérir un Uzi ou l'un des innombrables clones, les rendant omniprésents sur les plateaux de cinéma autant que sur le champ de bataille. Malheureusement, l'arme a plus la réputation d'être une arme de criminel qu'une arme de défense personnelle supérieure pour les soldats, les agents de protection et les forces de l'ordre. L'arbalète. Les armes controversées ne datent pas d'aujourd'hui. Au XIIe siècle, le pape Innocent II a tenu une réunion destinée à combattre les hérésies, à imposer des codes de conduite au clergé et à renforcer l'autorité de l'Église catholique. Connu sous le nom de Second Concile du Latran, les 30 canons énumérés traitaient pour la plupart de la doctrine religieuse. Cependant, le 29e canon traitait d'un problème beaucoup plus séculier. Le canon 29 déclare simplement « Nous condamnons sous peine d'anathème cet art meurtrier des arbalétriers et des archers, qui est odieux à Dieu, d'être employé contre les chrétiens et les catholiques à partir de maintenant. » Fin de citation. Notez que cette disposition ne s'applique qu'aux chrétiens, et l'utilisation de telles armes contre les non-chrétiens était parfaitement acceptable. Bien que cela inclue l'utilisation des arcs, et implique également les frondes et autres armes à distance, c'est l'interdiction des arbalètes qui attire le plus l'attention. L'idée d'une arbalète est entrée en Europe occidentale vers le IXe siècle, et a été rapidement adoptée comme une arme efficace pour la guerre. Contrairement à l'arc long, qui demande des années de pratique, les arbalètes sont simples à maîtriser et nécessitent peu de temps pour acquérir une compétence. Elles étaient aussi très puissantes. Selon la princesse byzantine Anna Komnena, elles pouvaient percer une cuirasse en fer, ainsi que l'homme à l'intérieur, avant de ressortir de l'autre côté. Pour la noblesse montée, ce type de pouvoir entre les mains des classes inférieures était inacceptable. Il y a eu de nombreuses tentatives pour interdire les arbalètes en dehors du concile de Latran, y compris l'empereur romain germanique, Conrad III, qui l'a interdit dans ses royaumes. Malgré les restrictions légales, l'utilisation de l'arbalète a prospéré, et les interdictions ont eu peu d'impact sur la guerre, les arbalètes et autres armes à distance restant une caractéristique de la technologie militaire, jusqu'à l'âge de la poudre à canon. Le fusil à air Girandoni. Au XVIIIe et XIXe siècle, la plupart des armes à feu utilisaient la poudre noire comme principal propulseur. Malgré leur fiabilité pour les armées mondiales, ces armes avaient de graves défauts. Tirées, elles produisaient un grand nuage de fumée, créant un véritable brouillard de guerre sur le champ de bataille. De plus, à quelques exceptions expérimentales près, il s'agissait de fusils à un coup, capables de tirer une seule fois, la vitesse de rechargement variant en fonction de l'habileté de l'utilisateur. Pour la plupart, cela réduisait la cadence de tir à environ 3 coups par minute. De nombreuses expériences ont été menées pour rendre les armes à feu plus efficaces et atténuer ces inconvénients. Une de ces tentatives fut le fusil à air Girandoni. Les fusils à air furent utilisés dès le XVIe siècle, principalement pour la chasse. C'était une arme silencieuse comparée aux armes à feu contemporaines et elle n'émettait pas un nuage de fumée, ce qui pouvait effrayer les animaux. Vers 1780, l'inventeur Bartolomeo Girandoni améliora les modèles existants. Le fusil à air comprimé Girandoni mesure 4 pieds de long et pèse environ 10 livres. Pour faire fonctionner l'arme, une bouteille en fer, dotée d'un système de valves sophistiqué, pouvait être détachée et remplie d'air à l'aide d'une pompe mécanique, avec une pression maximale d'environ 800 livres par pouce carré. Une fois entièrement remplie, chaque réservoir permettait de tirer environ 80 coups avant de devoir être rechargé. Les munitions consistaient en 20 balles de calibre 0,46 alimentées par un chargeur tubulaire. Après chaque tir, l'utilisateur poussait un levier pour chambrer une nouvelle cartouche et réarmer le marteau ressemblant à celui d'un mousquet à silex, rendant l'arme prête à tirer à nouveau. La portée signalée de l'arme était d'environ 125 yards et était très précise même à cette distance. Le fusil à air Girandoni est entré en service dans l'armée autrichienne et a été utilisé de 1780 à environ 1815. Malgré le taux de tir élevé, le faible volume et l'absence de fumée ou de flash de bouche, il y avait de nombreux problèmes avec l'arme. C'était une pièce très complexe à produire, avec seulement environ 1500 pièces fabriquées. Ces armes furent confiées à des troupes spécialisées ayant reçu une formation poussée pour les utiliser. De plus, les vannes, les tubes et autres mécanismes étaient extrêmement délicats, même le moindre dommage au réservoir d'air rendant l'arme inutilisable.
En 1789, un officier autrichien se plaignait qu'après 2 mois de service, environ un tiers des armes de son unité étaient inopérantes. De plus, recharger le réservoir d'air était un processus long et fastidieux, nécessitant environ 1500 pompes et 20 minutes pour le remplir à capacité. Le fusil à air comprimé Girandoni a été utilisé au combat pendant la guerre austro-turque, qui s'est déroulée entre 1787 et 1791. L'utilisation de ce dispositif par les forces autrichiennes lors des guerres napoléoniennes est controversée. Certains historiens spéculent qu'il a été utilisé en ce que les Français le considéraient comme une arme de terreur, puisque le faible volume et l'absence de fumée ou de flash de bouche le rendaient idéal pour éliminer les officiers français. Des rapports indiquent que Napoléon aurait ordonné l'exécution de tout Autrichien capturé avec un fusil à air, mais cela est impossible à confirmer, et probablement une simple rumeur. Le fusil serait retiré du service vers 1815 en raison de la complexité de la fabrication et de sa nature peu fiable. Même s'il n'a jamais connu un service militaire répandu, il a été utilisé par les civils comme une pièce de chasse. En 1804, lors de l'expédition de Lewis et Clark pour explorer et cartographier le nouveau territoire acquis aux États-Unis, un fusil à air Girandoni a été emporté, à la fois comme fusil de chasse et aussi comme moyen d'impressionner les tribus amérindiennes qu'ils ont rencontrées en chemin, apaisant les tensions et souvent sauvant des vies au lieu de les prendre, les baïonnettes dentelées. La Première Guerre mondiale est bien connue pour les armes modernes utilisées à grande échelle. Les mitrailleuses, l'artillerie, les avions et autres systèmes d'armes ont transformé les lignes de front en un hachoir à viande avec des pertes sans précédent. En plus de ces armes, il y avait quelque chose de beaucoup plus basique qui a suscité la protestation de ceux qui l'ont rencontré. Les baïonnettes sont utilisées sous une forme ou une autre depuis le XVIIe siècle et ont été un pilier du combat tout au long de l'ère de la poudre à canon. Même avec les armes modernes de la Première Guerre mondiale, la baïonnette restait une partie importante de l'équipement d'un soldat. Dans l'étroitesse des tranchées, les combats devenaient des affrontements, au corps à corps, dignes du Moyen-Âge. Les baïonnettes, utilisées à la fois au bout d'un fusil ou à la main comme un couteau, étaient inestimables dans ces mêlées. Toutes les armées ont émis un certain type de baïonnette, bien qu'un design particulier se soit démarqué pour ce qui était perçu comme une cruauté inutile. Des baïonnettes dentelées ont été utilisées par diverses armées au fil des ans, non pas comme une arme, mais comme un outil. La lame dentelée pouvait être utilisée pour scier du bois, et avait une fonction purement utilitaire. Ce type de lame n'a jamais été distribué à grande échelle et, selon les armées, était considéré soit comme une curiosité, soit comme un symbole de statut réservé à certaines unités, ou à certains grades. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée allemande était le plus grand utilisateur de baïonnettes dentelées, dont un modèle de 1905 destiné aux unités de pionniers et de chemins de fer, mais aussi distribué à d'autres unités. Leur utilisation a immédiatement suscité la protestation des puissances de l'entente. On croyait que cette arme provoquait des souffrances inutiles, car les dents peuvent déchirer et arracher la chair de la victime lorsqu'elle est retirée. Un demi-siècle plus tôt, le président américain Ulysses S. Grant s'était dit écœuré par l'usage de lames dentelées, déclarant, je cite, « Elles provoquent pour moi des souffrances croissantes, sans offrir le moindre avantage correspondant à ceux qui les utilisent. » Fin de citation. En revanche, une baïonnette à lame droite est capable de mettre un homme hors de combat sans causer de souffrance gratuite. Après les protestations des puissances de l'entente sur leur utilisation, les baïonnettes dentelées ont été retirées du service de l'armée allemande en 1917. Même avant l'interdiction officielle, de nombreux soldats allemands refusaient de porter l'arme, craignant que sa possession ne conduise à leur exécution s'ils étaient décapturés. Ce n'est cependant qu'à la Convention de Genève de 1949 que les baïonnettes et les couteaux dentelés seraient spécifiquement interdits d'utilisation en temps de guerre. Le Gatling Gun. La guerre civile américaine est souvent considérée comme une période de transition entre les premiers jours de la guerre à la poudre à canon et l'ère moderne. Une arme qui illustre ce changement plus que tout autre était l'introduction du Gatling Gun, une des premières têtes mitrailleuses qui a contribué à inaugurer une ère de guerre industrielle. Inventée en 1862 par Richard Jordan Gatling, l'arme avait un groupe de 6 à 10 canons autour d'un axe central. Actionnés manuellement par une manivelle, les canons tournaient, tirant lorsqu'ils atteignaient le sommet de la rotation. Les munitions sous forme de cartouches métalliques nouvellement développées seraient alimentées à partir d'un chargeur amovible monté sur le dessus. Il serait alimenté par gravité. À condition que l'arme ne s'enraye pas. Elle était capable d'environ 200 coups par minute.
une quantité de puissance de feu sans précédent pour le milieu du 19e siècle. Bien que techniquement ce ne soit pas une arme automatique, elle contribuerait à introduire des armes avancées qui causeraient tant de carnage dans les siècles suivants. Ironiquement, Gatling pensait qu'une telle arme réduirait en réalité les pertes, car il croyait qu'aucun soldat n'affronterait volontairement une telle arme. Le fusil Gatling a été rapidement adopté par les forces de l'Union pendant la guerre civile, puis plus tard par l'armée américaine, ainsi que par d'autres, en particulier les puissances coloniales européennes. Certains ont aussi été employés par les forces de l'ordre pour réprimer les émeutes et autres troubles civils. Ils ont aussi été employés pendant plusieurs grèves ouvrières, à la fin du 19e siècle. Ils étaient rarement réellement tirés dans ces situations, leur simple présence étant un moyen de dissuasion contre les grévistes. En raison de son utilisation à la frontière de l'Amérique contre les tribus amérindiennes et par les puissances européennes contre les sujets colonisés, le Gatling Gun a acquis une réputation de symbole de colonialisme, de racisme et d'oppression à de nombreuses occasions, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Le Gatling Gun a été déployé pour réprimer les populations indigènes aux États-Unis. Ils ont été largement utilisés contre les Cheyennes en 1874 et ont joué un rôle majeur dans la répression des Nez-Percés sous le chef Joseph en 1877. En Afrique, l'armée britannique a utilisé les Gatling Guns avec un effet dévastateur contre de nombreuses tribus de la région, comme les Ashanti en 1873. Bien que beaucoup soutenaient l'utilisation d'une telle puissance de feu écrasante contre les peuples indigènes, beaucoup étaient horrifiés par la brutalité implacable qu'une telle arme pouvait déchaîner sur des personnes comparativement sans défense. Il y avait d'autres armes automatiques disponibles pendant l'ère coloniale, comme le fusil Hotchkiss, mais c'est le Gatling Gun qui est devenu un symbole d'oppression, un symbole qui perdure encore aujourd'hui. La mitraillette Thompson. L'une des armes américaines les plus emblématiques jamais produites était la mitraillette Thompson, mieux connue sous le nom de Tommy Gun, conçue par le brigadier général John T. Thompson. La mitraillette a été conçue initialement pour les tranchées de la Première Guerre mondiale, où sa puissance de feu incroyable et sa taille compacte par rapport à un fusil d'infanterie la rendaient idéale pour les combats rapprochés. Chambrée en .45 automatique Colt Pistol. La Thompson était entièrement automatique, et son créateur a été le premier à utiliser le terme mitraillette, pour décrire une arme à feu automatique chambrée pour des cartouches de pistolet. La Thompson avait un taux de tir entre 600 et 900 tours par minute, selon le modèle, et était alimentée par des chargeurs de 20 ou 30 tours ou le célèbre tambour de 100 tours, bien que les modèles ultérieurs ne pouvaient pas accueillir cette capacité de munitions étendue. Bien que les tests initiaux du Tommy Gun, prophétiquement appelé l'Annihilator 1, étaient prometteurs. La guerre s'est terminée avant leur adoption dans le service militaire américain, bien que quelques-uns aient été acquis par les Marines, le service d'inspection postale et d'autres agences d'application de la loi et clients internationaux. Dans les années 20, le Thompson a été mis à disposition des civils, la seule restriction étant son prix élevé de $200, soit environ $3000 en valeur actuelle. Avec un marché aussi limité, le Thompson aurait pu être relégué à une nouveauté jusqu'à l'adoption de la prohibition. Avec l'interdiction de l'alcool aux États-Unis, le crime organisé a explosé. La contrebande et la distribution d'alcool sont devenues une grosse affaire, avec des gangs rivaux se disputant le contrôle du commerce illégal lucratif. C'est ici que le Thompson deviendrait tristement célèbre. Une grande partie de l'activité de contrebande ayant lieu à Chicago, l'arme a reçu de nombreux surnoms, dont Chicago Typewriter et Chicago Organ Grinder. Les mitraillettes Thompson, encore plus célèbres, ont aussi servi lors du massacre de la Saint-Valentin, où des membres du gang d'Al Capone ont abattu 7 criminels rivaux. À cause de cela et d'autres incidents similaires, le Tommy Gun sera à jamais associé au crime organisé. Il a été grandement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Alliés, avec environ 1,5 million fabriqués durant cette période. Le fusil à aiguille d'adresse. Avec la création des armes à feu, la grande majorité des armes étaient donc des armes à chargement par la bouche, qui nécessitèrent de la poudre propulsive et un projectile à verser dans le canon puis à tasser en place. Bien que cela puisse être fait depuis une position couchée, c'est extrêmement maladroit et difficile à réaliser sans une formation approfondie, et cela réduit considérablement le taux de tir déjà lent. En conséquence, les soldats chargeaient et tiraient plus souvent qu'autrement leurs armes debout, présentant une cible facile à l'ennemi. Au début des années 1800, l'inventeur Nicholas Vondrassy a créé une arme à feu à chargement par la culasse fonctionnelle, considérée comme le premier fusil à verrou fonctionnel.
connu sous le nom de fusil à aiguille Audreys. Il doit son nom à son percuteur en forme d'aiguille, qui déclenchait une amorce à percussion. Après avoir actionné un mécanisme de traction, l'arme peut être rechargée rapidement et efficacement, permettant à un soldat formé de tirer plus de 10 coups par minute, augmentant considérablement la puissance de feu par rapport aux mousquets de l'époque, limité à environ 3 coups par minute. Plus important encore, les soldats pouvaient utiliser l'arme en position couchée sans perte de puissance de feu. Cela a permis aux soldats de moins s'exposer à l'ennemi et d'utiliser plus facilement le couvert et la dissimulation, leur conférant un avantage considérable sur leurs adversaires à chargement par la bouche. Adopté par l'armée prussienne en 1841, le fusil à aiguille Drais a joué un rôle clé dans leur victoire sur le Danemark lors de la deuxième guerre de Schleswig en 1864 et à nouveau en Autriche en 1866 lors de la guerre austro-prussienne. Pour ceux qui étaient à la réception du fusil à aiguille, cela aurait été un choc, et sans doute semblait un peu injuste que l'ennemi était capable de se coucher et de se cacher derrière un abri pendant qu'ils étaient coincés debout à découvert. Avec cette nouvelle arme, l'ère du fusil à chargement par la bouche touchait à sa fin, remplacée par ses conceptions d'armes à feu beaucoup plus efficaces. Quelle que soit l'époque, les soldats feront usage de tous les outils disponibles afin d'assurer la victoire et de survivre un autre jour, même s'ils doivent recourir à des méthodes considérées comme injustes par les observateurs.